Bonjour, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un confrère et même un excellent confrère, Dominique Verdeillan, qui fut longtemps chroniqueur judiciaire à France Télévisions, dont les téléspectateurs le connaissent bien. Il a pendant plus de 30 ans, si mes souvenirs sont exacts, rendu compte des principaux procès, des principales affaires judiciaires en France. Je vous félicite parce que c'est un livre absolument excellent et passionnant. Alors, Merci. on va commencer. Le sous-titre, c'est « Chronique d'une justice défaillante ». Avant d'en arriver à la justice défaillante, comment avez-vous travaillé, comment avez-vous réussi à écrire ce livre qui est très détaillé, très précis, très minutieux sur toutes les affaires ? Parce que j'ai un défaut, je suis conservateur et je suis minutieux. Donc c'est vrai que tout au long de ces années, avant que le procès n'arrive, lorsque l'affaire commençait, je constituais des dossiers avec mes notes, avec des coupures de presse et puis avec les éléments aussi qu'on a de la justice, l'arrêt de renvoi, l'ordonnance, le réquisitoire. Voilà. Donc j'ai gardé tout ça dans les sous-sols de ma maison de la région parisienne. Et lorsque j'ai eu l'idée de ce livre, voilà, je suis descendu dans mes propres archives. J'ai retrouvé mes cahiers à spirale où je prenais mes notes. On écrit beaucoup pendant un procès. Ce que je dis, on écrit. Et puis le soir, bon, on va garder que 50 secondes, 1 minute 30. Mais il reste évidemment tout ce qu'on a écrit. Et donc voilà, riche de tous ces éléments. Ensuite, il a fallu faire le choix de ces affaires criminelles, de cette vingtaine d'affaires que j'ai réunies sous l'angle. Voilà, elles dressent le portrait d'une justice qui n'est pas en pleine forme. Alors précisément, vous dites défaillante, à quel point de vue ? Et quelles sont les affaires les plus emblématiques de cette défaillance de l'institution ? Défaillante parce qu'humaine, et qu'on le sait, l'erreur est humaine. Défaillante parce que, c'est d'abord le règne de l'intime conviction. Donc ce sont des jurés d'assises qui prennent une décision. Ils condamnent Omar Haddad en 1994, alors qu'il y a des zones d'ombre. C'est un procès qui est mené très à charge. Et aujourd'hui encore, seulement l'homme demande sa révision, mais l'opinion publique est partagée. Pour certains, il est coupable, pour d'autres, il est innocent. Défaillante parce que 36 ans après, on n'a toujours pas mis un point final à l'affaire Grégory. Défaillante parce que Outreau, certes, n'est pas une erreur judiciaire au sens propre du terme, mais ça a été une catastrophe, un fiasco. On peut employer tous les superlatifs qu'on veut. Et aujourd'hui, on se demande quels enseignements on en a tirés. Quel est le rapport des juges de la justice en France avec les journalistes ? Est-ce qu'ils tentent de vous aider ou est-ce qu'ils vous aident pour certains, se servent de vous pour faire passer leur point de vue ? Un peu des deux, un peu de tout ça. C'est vrai qu'au moment, j'allais dire, où je suis rentré dans la chronique judiciaire, donc à la fin des années 80, la justice avait ce point commun avec l'armée, c'est qu'on considérait que c'était un peu une grande muette. Un de mes confrères avait cette expression qui, je trouve, image bien le problème, c'est-à-dire que on disait les magistrats ne vous donnent même pas l'heure. C'est-à-dire que quand vous les appeliez, ne serait-ce que pour recouper une information, ce qui est quand même le but de notre profession, mais même si c'était pour avoir une confirmation sur l'heure d'une audience, si elle avait bien lieu, etc., c'était silence radio. Bon, heureusement, les choses ont évolué. On voit maintenant dans les chaînes info et dans les journaux télévisés des conférences de presse des magistrats. Donc là-dessus, il y a eu une ouverture. La manipulation, évidemment, elle existe. On peut être manipulé par un magistrat comme on peut être manipulé, entre guillemets, par un avocat. À partir du moment où un magistrat communique ou un avocat communique, c'est qu'il a un intérêt, c'est qu'il veut faire passer un message. Donc à nous de le prendre avec recul et puis avec toujours cette obsession recouper. C'est-à-dire c'est pas parce qu'un magistrat vous dit quelque chose, c'est pas parce qu'un avocat vous dit quelque chose que c'est coulé dans le bronze et qu'il faut prendre ça comme une parole d'évangile. Il y a assez longtemps, j'avais été tiré au sort comme juré dans une affaire aux assises à Paris et j'avais été frappé par une chose et je voudrais vous demander votre sentiment à ce sujet, c'est qu'en fait, d'une part, les jurés ne sont pas maîtres de leurs décisions parce que les magistrats qui sont présents ont beaucoup d'influence sur eux et j'en avais été le témoin. J'ai vu la façon dont ils ont procédé pour faire changer d'avis ou pour orienter l'avis des jurés dans le sens qui leur convenait.
sans entrer dans les détails, ça m'avait quand même beaucoup surpris. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de laisser les jurés décider et de laisser les juges de leur côté sans mélanger les deux? La pression que vous évoquez, que vous avez ressentie, c'est ce qui s'est probablement passé au moment du procès Omar, où on le sait qu'au début de la deuxième semaine, des jurés ont préféré quitter la cour d'assises des Alpes-Maritimes, alors avec un prétexte fallacieux qui était des raisons de santé, mais on sait très bien dans les coulisses, c'est parce que justement ils étaient manipulés et qu'ils savaient qu'on partait vers une condamnation, ils ne voulaient pas en être complices. Bon, je pense que les choses ont un peu exagéré, mais vous savez, il y a ce côté toujours un peu double langage de la justice, c'est-à-dire qu'elle est rendue au nom du peuple français, et puis dans le même temps, on dit, d'abord on va en mettre moins qu'avant, on a réduit le nombre de jurés aux assises. On a créé le tribunal départemental qui gère les affaires dont on considère qu'elles n'encourent pas plus de 10 ans et donc qu'elle est jugée par des magistrats. On les a retirées, certes pour des raisons de sécurité, des affaires de terrorisme en constituant la cour d'assises spéciale. Nicolas Sarkozy avait installé à un moment des jurés assesseurs au tribunal correctionnel. On a très vite arrêté parce que les magistrats ont considéré que c'était plutôt un poids qu'autre chose. Donc voilà, on a besoin d'eux, mais en même temps, c'est mieux quand on est entre nous, quoi. On dit aussi que la justice, enfin on dit et on peut le constater, selon le parti auquel on appartient, que la justice est politisée en France. Est-ce que vous ressentez ça? Par exemple, en Allemagne, en tant qu'ancien correspondant en Allemagne, je peux dire qu'en Allemagne, on ne parle jamais de ce genre de choses. Alors certains considèrent qu'elle est politisée parce qu'elle est syndicalisée. Oui, c'est ça. Elle est syndiquée. Le mur des cons. Le mur des cons, voilà. Et que vous avez aujourd'hui deux syndicats forts, l'un plutôt marqué à gauche et l'autre plutôt marqué à droite. Le pouvoir des juges, oui, il existe. Les juges ont un pouvoir indéniable. Ils ont le pouvoir de lancer une procédure, ils ont le pouvoir de mettre en examen, ils ont le pouvoir d'incarcérer, ils ont le pouvoir de condamner. Après, est-ce qu'il y a la main politique ? Oui, alors elle y est parce que de toute façon, un certain nombre de magistrats sont nommés par le pouvoir exécutif. Les procureurs aujourd'hui, le procureur général, le procureur national financier, on a beaucoup parlé du PNF ces derniers temps, ils sont nommés par le gouvernement. Donc à partir du moment où vous avez un cordon ombilical entre le pouvoir politique et la justice, l'indépendance, même si Kejman disait dans la tête, il y a quelque chose quand même d'un peu troublant. Par exemple, dans l'affaire Fillon, tout le monde a été très surpris de la rapidité avec laquelle il a été mis en examen. Oui, mais en même temps, il n'aurait pas été mis en examen aussi rapidement. De la République. Peut-être aurait-il été président de la République, mais soyons honnêtes, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui se laisse, entre guillemets, influencer et qui traîne des pieds. Donc c'est évidemment très difficile. Simplement, on a vu ça effectivement dans l'affaire Fillon, on a vu ça dans l'affaire Cahuzac que je traite dans ce livre, c'est que c'est aujourd'hui souvent la presse, nous, les journalistes, avec des organes de presse, effectivement, qui sont des lanceurs d'alerte, qui déclenchent par leur révélation, c'est ce qui s'est passé encore une fois pour l'affaire Fillon, des procédures. Oui, bien entendu. Et par exemple, un autre exemple, c'est le procès Sarkozy, qui a été condamné, donc, en théorie, en réalité, à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour une affaire assez complexe, avec des écoutes légales ou pas légales. Et quelle est votre opinion, là, à ce sujet de cette affaire ? D'abord, j'allais dire, il faut se féliciter que les hommes politiques soient jugés. On a connu une époque, en remontant un peu dans le temps, dans les années 70-80, où les affaires étaient étouffées. Et où on interdisait les juges et les procureurs d'investiguer. Donc aujourd'hui, voilà, les hommes politiques sont jugés, plusieurs ont été condamnés. C'est pas nouveau qu'un homme politique soit jugé et condamné pour corruption, comme c'est le cas effectivement de Nicolas Sarkozy
Certes, il a fait appel de sa condamnation. Souvenons-nous, dans les années 90, Alain Carignon a été aussi condamné pour corruption, avec une peine lourde, puisque c'était 4 ans de prison ferme, et il a été placé en détention. Moi, je me satisfais plus d'une justice comme on la voit aujourd'hui, correctionnelle, avec les défauts évidemment qu'il peut toujours y avoir, plutôt que de voir des ministres ou des anciens ministres jugés par une cour de justice de la République à forte majorité parlementaire et qui depuis un certain nombre d'années a toujours accouché de jugements qui n'en sont pas, quoi. C'était soit des condamnations mais avec dispense de peine, soit des relax, soit des petites peines, avec une décision irrévocable, puisque de toute façon, vous n'avez aucun recours, vous n'avez pas de partie civile, donc une justice véritablement d'exception. Quelles sont les affaires les plus intéressantes que vous ayez eu à suivre ? Je serais tenté de dire l'affaire Grégory. Voilà, parce que, mais comme ou trop après, c'est une telle accumulation de lacunes, d'erreurs, aussi bien du côté de la justice, du côté des gendarmes, du côté des experts, mais aussi du côté de la presse, que ça en est totalement hallucinant. Et on a essayé de tirer les enseignements de l'affaire Grégory, on a essayé de tirer les enseignements de l'affaire Outreau. Bon, est-ce que je peux vous promettre aujourd'hui qu'il n'y aura plus une catastrophe de ce style ? Ma réponse est non. Mais alors, par exemple, puisque vous étiez dans cette affaire, vous avez suivi ça de près, comment est-ce que, intellectuellement, on peut s'imaginer que quelqu'un tue un enfant comme ça, déjà tue un enfant dans ce contexte ? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ce genre de choses arrivent ? Non, les meurtres d'enfants ont toujours existé, malheureusement. Alors celui-là, on le sait, c'est la vengeance qui est, entre guillemets, le mobile. Il est évident depuis le début, puisqu'il y a cette affaire de Corbeau, que c'est dans l'univers familial ou très proche de la famille Villemain qu'il fallait chercher. On a cherché, mais on a mal cherché. Avec quelque chose que je souligne, qui est complètement hallucinant, si vous voulez, c'est que certes, on sait que Grégory est mort, mais on ne sait pas comment est-il mort. Puisque le juge... Il n'est pas noyé, il n'a pas été... On l'a retrouvé noyé dans la Vologne, pieds et mains liés, avec de l'eau à l'intérieur des poumons, mais on n'a pas analysé l'eau des poumons. Et on n'a pas poussé l'autopsie pour savoir exactement dans quelles conditions. Est-ce qu'il est mort dans l'eau ou est-ce qu'il est mort avant ? Puisque... les magistrats se sont intéressés aussi sur une éventuelle piqûre d'insuline qui lui aurait été faite, de façon à le rendre inconscient et ensuite le jeter dans l'eau comme on jette un sac. Donc à partir du moment, si vous voulez, où vous ne connaissez pas les conditions exactes de la mort, les circonstances exactes de la mort, comment voulez-vous ensuite élucider le mystère ? Ce qui a été une des raisons pour lesquels on s'est interrogé jusqu'à la mettre en examen, inculpée à l'époque, et la mettre en détention provisoire pendant 11 jours, Christine Villemain. Parce qu'on s'est dit, alors est-ce que c'est elle qui l'a tuée dans sa baignoire, ou est-ce qu'elle l'avait jetée dans la Vologne ? On s'est rendu compte après que ça ne tenait absolument pas la route, mais voilà, ça a été une piste de la justice pendant de nombreuses années, complètement hallucinante. Elle a été mise en examen en 85. Il a fallu attendre 93 pour qu'un arrêt de la chambre de Dijon dise les 10 charges qui étaient contre elle ne tenaient absolument pas. Donc le ou la coupable court toujours dans cette affaire ? Difficile de vous répondre. On n'est même pas capable de répondre à la question, en dehors du fait des conditions de la mort de Grégory, on n'est même pas capable de répondre à la question, est-ce que c'est le crime d'un seul homme ou d'une seule femme, ou de plusieurs ? Ah oui, c'est une affaire extraordinaire. Comme Outreau, donc, que vous avez cité en numéro 2, dans les affaires les plus passionnantes de votre carrière. Est-ce que dans ce genre d'affaires, quand vous êtes là, vous finissez par vous impliquer, par avoir un sentiment vis-à-vis de l'accusé ou du juge ou des avocats On n'est pas insensible. Après, ce que l'on doit, c'est
rester très en recul lorsqu'on est à l'antenne ou lorsqu'on fait son papier. On peut montrer son émotion, ça m'est arrivé de temps en temps, ça m'est arrivé au moment de l'acquittement de Patrick Dils, par exemple, qui avait été condamné à tort et acquitté dans l'affaire Montigny-les-Metz. Ça m'est arrivé évidemment dans l'affaire Dutroux, où j'avais visité la cache de Dutroux, ce qui était évidemment quelque chose de très fort. Ensuite, voilà, à l'antenne, moi je ne suis pas là pour donner mon intime conviction sur il est coupable ou il est innocent. En revanche, ça a été toujours ma ligne de conduite, si je puis dire, pendant ces 33 années, c'est de dire, voilà, vous téléspectateurs, vous lecteurs aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer si la justice a bien fonctionné ou pas, puisqu'elle est rendue au nom du peuple français. Est-ce que les juges ont bien travaillé? Quelquefois oui, parce qu'il ne faut quand même pas écarter l'hypothèse. Cite à la fin l'histoire de la martyre de l'autoroute A10, de cette jeune fille qu'on a trouvée un jour au bord de l'autoroute. Voilà. Et là, les magistrats, les enquêteurs ont cherché et ont fini par identifier, grâce entre guillemets à l'ADN, que en fait c'était ses parents, probablement, ils n'ont pas été jugés encore, qui étaient responsables de cette mort. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'affaires encore aujourd'hui en suspens. Et donc, ça veut dire que la justice, effectivement, elle est défaillante. Pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas le souvenir de l'affaire Dutroux, est-ce que vous pourriez en quelques mots rappeler pourquoi ça a été un vrai cauchemar? C'est un cauchemar parce qu'un juge d'instruction, probablement aidé par d'autres collègues, probablement aidé aussi par des experts qui ont recueilli la parole de l'enfant, ont cru noir sur blanc que ce que disait une des accusées et qui a fini par être condamnée, Myriam Badawi, elle et plusieurs personnes s'étaient livrées à des atteintes sexuelles contre un certain nombre d'enfants. Parce que des enfants ont accusé à tort ce qu'on a appelé les notables, c'est-à-dire un chauffeur de taxi, une boulangère, un curé, etc. En fait, tout ça a été faux. C'est-à-dire que l'affaire qui était soi-disant un réseau pédophile à l'image de ce qui s'était passé en Belgique avec l'affaire Dutroux, en fait, n'était qu'une affaire intrafamiliale où, effectivement, un couple avait maltraité les enfants. Voilà. Alors, c'est évidemment pas, encore une fois, une erreur judiciaire au sens strict du terme, parce qu'ils ont été acquittés. Mais il a fallu attendre un procès et un second ensuite à Paris. Le problème, c'est qu'ils ont été montrés à la France entière comme coupables. Ils ont été, pour la plupart, incarcérés de nombreuses années et ils ont tout perdu. Il y avait un huissier également dans ces mises en examen qui a été obligé de laisser son cabinet. Donc c'est une justice totalement dévastatrice. Alors, quelles sont les personnalités qui vous ont le plus intéressé dans ces affaires, que vous avez trouvées les plus marquantes? D'abord, en ce qui concerne les magistrats. En bien ou en mal, d'ailleurs. J'en cite quelques-uns dans ce livre. Mais alors voilà, ce sont des magistrats qui n'ont pas eu, j'allais dire, une couverture médiatique très forte. Je pense à Yves Corneloup, par exemple, voilà, qui avait présidé le procès de Consbout-de-Boule. Je pense aussi à des avocats. Moi, là où, si vous voulez, j'apporte, entre guillemets, mon admiration, c'est que je suis arrivé à la chronique judiciaire alors que je n'avais aucune formation de droit. J'y suis arrivé totalement par hasard. Et je me suis retrouvé face à des gens voilà, qui, eux, quelle que soit la position où ils étaient, magistrats ou avocats, mettaient toute leur force dans la bataille pour élucider un mystère, pour répondre à une famille, parce que la justice, c'est ça. Vous avez d'un côté un homme, alors quelquefois qui plaide coupable, quelquefois qui dit « je suis innocent », et de l'autre côté, vous avez une famille qui attend. Vous savez, c'est la fameuse phrase « j'ai confiance dans la justice de mon pays ». On a toujours confiance avant, et puis quand la justice est passée, il y en a forcément un des deux qui est déçu. Ouais. Est-ce qu'il y a des avocats qui vous ont impressionné par leur talent? Oui, Maître Garot, par exemple, j'en parle souvent. Évidemment, Maître Henri Leclerc, parce que je l'ai vu tellement de fois brillant, intelligent et épousant vraiment la cause de son client d'une façon totalement magnifique. Et puis, citons-le, il est aujourd'hui garde des Sceaux, mais Dupond-Moretti m'a quelquefois agacé parce que je trouvais qu'il en faisait un
un peu trop dans certains procès, et puis dans d'autres, un que je cite aussi dans ce livre, l'affaire Audrey, cette jeune femme qui avait été tuée sur l'île de Ré par un jeune vagabond. Dupond-Moretti, il était partie civile ce jour-là, et il m'a ému, il m'a fait pleurer, parce que cette espèce d'ours bulldozer avait tout fait pour que ses clients qui avaient effectivement une aversion vis-à-vis de la justice finissent à la fin du procès par dire merci au magistrat. Alors votre livre s'intitule donc La chronique d'une justice défaillante. Que faudrait-il faire pour la remettre en ordre, cette justice en France ? Elle se perfectionne par petites touches. On parlait de l'affaire Omar tout à l'heure. Le drame d'Omar Haddad et d'autres personnes, c'est qu'ils n'ont pas bénéficié du double degré de juridiction. Il a fallu attendre la loi Guigou en 2000 pour qu'on puisse faire appel. On pouvait faire appel si on avait volé un scooter, mais on ne pouvait pas faire appel si on avait tué père et mère. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui a fait améliorer la justice. A fait améliorer la justice aussi le fait de motiver sa décision. Avant, vous ne saviez pas pourquoi vous étiez acquitté, pourquoi vous avez été condamné à 20, 30 ou perpétuité. Là aussi, la loi a avancé. Après, voilà, ce que je reproche, c'est qu'on réagit toujours après des faits divers. Donc, on fait ça par petites touches. Mais le sentiment que j'ai, c'est que la justice n'est pas une urgence pour la démocratie, et donc il n'y a pas vraiment un chantier qui consiste à dire, voilà, on réfléchit et on remet tout à plat. Chaque fois, on a fait par petites touches, ou quand on a avancé, après l'affaire Grégory, par exemple, Robert Badinter avait dit, il faut effectivement lutter contre la solitude du juge d'instruction, il faut qu'il soit plusieurs. Donc il faut créer la collégialité de l'instruction. Très bonne idée, sauf qu'elle n'a jamais été appliquée, parce qu'on s'est aperçu qu'elle était totalement inapplicable. Donc, vous voyez, on a fait par petites touches, mais en même temps, pendant qu'on faisait 2 pas en avant, on en faisait 3 en arrière. Alors la justice est très mal financée en France par rapport aux pays voisins, aux autres pays européens. Est-ce que c'est uniquement une question de crédit insuffisant ? C'est le cas de la police, des prisons, etc. aussi. Hein. C'est une des raisons. Longtemps, le budget de la justice était inférieur au budget des anciens combattants. J'ai rien contre les anciens combattants, mais ça éclaire quand même un peu la problématique. Ce qui, je pense, est compliqué, les derniers chiffres d'ailleurs ne sont pas tellement optimistes là-dessus, c'est que le nombre de magistrats n'augmente pas au fil des années. Il est toujours le même, il est toujours constant, alors que le nombre de contentieux qu'on leur demande de régler est évidemment en constante progression. Et j'ai vu les derniers chiffres du concours d'entrée de l'École nationale de la magistrature, donc là où se forment les auditeurs de justice qui deviendront les magistrats plus tard. Le nombre d'entrées est en diminution par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'alors qu'il faudrait plus de magistrats, plus de juges, plus de procureurs, il y en aura moins probablement à la sortie dans les années qui viennent. Alors que le nombre d'affaires augmente certainement, puisque la population augmente. La population augmente et les contentieux augmentent parce que la délinquance se multiplie, parce que les plaintes se multiplient. On le voit par exemple avec par exemple les violences faites contre les femmes. Voilà. Alors après, si vous voulez, on en arrive à des décisions de parquet qui disent là on poursuit et là on classe sans suite. C'est évidemment pas sain d'instaurer une justice, si je puis dire, au compte-gouttes. Il y a aussi, à propos de la crise actuelle de la pandémie Covid-19, une intervention de la justice déjà assez tôt, même dans ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a eu des perquisitions chez, je crois, le ministre de la Santé, d'autres personnalités. C'est-à-dire que ça contrarie quand même le fonctionnement de l'exécutif si la justice se mêle d'une affaire en cours. Comme là, peut-être que ça freine les décisions qui devraient être prises par le gouvernement ou par les ministres. C'est un peu le revers de notre justice actuelle, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois tous les recours, ce qui fait qu'effectivement les procédures
perdure et dure un certain moment, ce qui fait qu'effectivement des dossiers arrivent quelquefois 10 ans après les faits. Et puis vous l'avez signalé, on l'a vu effectivement au début de la crise sanitaire du Covid, des plaintes ont été déposées contre des anciens ministres, enfin Madame Buzyn, ministre de la Santé, contre Monsieur Véran, contre l'ancien Premier ministre, avec effectivement les perquisitions, avec évidemment des instructions qui sont menées, donc c'est évidemment très perturbant. Et puis, on l'a vu effectivement ces derniers jours avec l'affaire du vaccin, c'est-à-dire le principe de précaution. Les hommes politiques, maintenant, toutes tendances confondues, ont tellement peur de la sanction pénale qu'ils se disent « Oh là là, prenons nos précautions, on va suspendre, parce que si c'est pour finir devant la Cour de justice plus tard, ça sera un peu problématique. » Donc la justice est toujours défaillante. Je recommande en tout cas, ce qui n'est pas défaillant, c'est votre ouvrage qui est formidable. Merci. L'audience est ouverte, l'émission est terminée. Merci beaucoup, Dominique Verdeillan. C'est vraiment un livre que je recommande, je le répète, chaleureusement. Merci beaucoup. Merci à vous.